Bonjour messieurs, bienvenue dans ce 5e épisode qui va traiter aujourd'hui du recrutement d'un chef de cuisine. Alors nous, ce qu'on rencontre sur le terrain bien souvent, c'est un gérant ou un couple de gérants et puis qui cherche donc un chef de cuisine pour s'occuper donc de la cuisine. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'en trouver, il y a plein de gens qui en cherchent, il y a plein de gens qui en trouvent et qui n'en trouvent pas. Et ce qu'on constate, nous, c'est beaucoup d'erreurs lors de cette étape cruciale. Et je pense notamment à ce qu'on a vécu l'autre jour, Didier, ensemble, dans un restaurateur un gérant qui a recruté quelqu'un, donc qui est soi-disant un chef de cuisine, qui l'a recruté à prix d'or et qui, quand on le constate sur le terrain, ne fait pas du tout le travail complet du chef de cuisine. Donc je voudrais que, messieurs, que vous abordiez ce sujet. Quel est le rôle du chef? Comment faire pour recruter un chef? Et puis en finale, quelles sont les alternatives qu'on peut proposer et que les restaurateurs d'aujourd'hui, dans ce contexte de recrutement difficile, peuvent trouver. Voilà, merci messieurs. À vous la parole. Eh bien, moi, je suggère de commencer par définir justement ce que sont les missions d'un chef de cuisine. D'abord, il ne faut pas confondre un chef de cuisine et un cuisinier sachant travailler seul. Ce n'est pas du tout la même chose, même si certaines compétences sont approchantes. Un chef de cuisine, si on regarde la fiche métier, le code ROM, c'est une personne, homme ou femme, hein, puisqu'il y a de très bonnes femmes qui sont chefs de cuisine, qui doit concevoir les cartes et les menus, qui doit gérer les achats et les stocks de produits et de marchandises, qui doit superviser et gérer l'ensemble des dépenses liées au bon fonctionnement de la cuisine, qui doit savoir former, encadrer, animer une équipe de cuisine, qui participe au recrutement, établit les plannings ainsi que les horaires de travail, donc ça, il le fait en collaboration avec la direction. Il doit également contrôler la réalisation, la qualité et l'envoi des plats, donc dans la conformité des fiches techniques, ce qui sous-entend qu'il doit être capable de réaliser des fiches techniques incluant, bien entendu, le calcul des coûts et du prix de vente en accord avec la direction. Mais il doit aussi être capable d'effectuer l'analyse et la gestion des coûts, de négocier avec les fournisseurs au mieux des intérêts de l'entreprise. Et il doit également garantir le respect des règles d'hygiène. Donc pour ça, il doit obligatoirement avoir suivi une formation à l'hygiène alimentaire. Mais ça, ce sont les compétences de base, je dirais, ce sont les prérequis. Mais il doit également posséder des compétences et des qualités complémentaires. Par exemple, un chef de cuisine, à notre époque, c'est plus important que jamais, il doit être doté d'un sens artistique parce qu'il doit être capable de présenter, de faire des présentations d'assiettes instagrammables, comme on dit. Il doit savoir s'adapter au type de clientèle de chaque établissement. Parce que l'important, c'est qu'il doit être en mesure de faire vivre une expérience client euh, qui donnera justement au client l'envie de revenir dans l'établissement. Il doit ensuite avoir une certaine autorité pour mener son équipe, mais il doit avoir une bonne résistance au stress, il doit être organisé, il doit maîtriser toutes les techniques de cuisine, recettes, préparation, cuisson, etc. Et puis, il doit aussi faire preuve d'innovation et être créatif. Et tout ça en étant capable de travailler en équipe. Donc, dans toutes les qualités que je viens de citer là, je n'ai pas parlé de la qualité des plats. Ça, c'est évidemment un prérequis. Alors, la qualité des plats qui dépend, je veux dire, on va recruter le chef de cuisine, selon moi, en fonction du style de restauration. On ne va pas recruter le même chef de cuisine pour travailler dans un étoilé Michelin ou dans quelqu'un qui a un bib gourmand ou qui est au Goemio dans un grill lambda ou dans une cuisine familiale. Ça ne sera pas le même chef de cuisine. Les salaires ne seront pas les mêmes non plus. Mais donc, il faut trouver le bon chef de cuisine qui correspond au bon établissement et qui s'entende bien, enfin, qui soit capable de mener son équipe et aujourd'hui de faire une gestion opérationnelle de sa cuisine extrêmement pointue pour assurer une rentabilité à l'établissement. Donc ça, c'est selon moi
les compétences, les prérequis nécessaires euh, que doit posséder un chef de cuisine. Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Tu as quelque chose à ajouter? Oh bah non, moi j'allais dire tout est dit. Alors après on peut rentrer maintenant un petit peu plus en profondeur, mais tout est dit. C'est bien ça le problème, c'est que nous avons des chefs de cuisine aujourd'hui, enfin 10 chefs de cuisine qui sont C'est des ça. cuisiniers et puis qui ne s'occupent absolument pas des commandes ou très mal, qui ne s'occupent pas des marges, ce qui fait que bah, les restaurants ferment ou en tous les cas sont financièrement en difficulté. Alors, ensuite, sur les moyens pour recruter un chef de cuisine, si on, si on fait une recherche, si vous tapez sur Internet euh, avec des mots-clés recruter un chef de cuisine, vous allez trouver beaucoup de sites qui vont vous expliquer que vous pouvez recruter un chef de cuisine soit en passant par des sites d'annonces spécialisés, comme le journal de l'hôtellerie, Job Resto, Au Resto Recrute, etc. Et là, on paye soit à l'annonce, soit on paye un abonnement annuel, soit on achète l'accès à leur CVTech pour une période déterminée. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, on a les sites d'annonces universels comme Monster ou Pôle Emploi. C'est pareil, généralement c'est payant et je suis pas certain. Enfin, la seule chose qu'on va avoir, c'est des CV, quoi. Hein. Ensuite, il y a les cabinets de recrutement. Alors, les cabinets de recrutement, c'est également une solution. Surtout si vous choisissez des cabinets spécialisés en recrutement pour l'hôtellerie et la restauration, comme c'est le cas de Action Conseil Formation. Il en existe d'autres. Il existe plusieurs cabinets conseils spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration. Généralement, le recrutement par un cabinet conseil est facturé soit sous forme d'un abonnement annuel. Certains cabinets conseils ajoutent le prélèvement d'une commission sur les salaires que vous allez verser aux employés qu'ils recrutent pour vous. Alors ça représente un coût, c'est vrai. Cependant, ça revient moins cher que le coût du turnover. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que si vous avez un renouvellement constant de votre personnel, eh bien, ça entraîne des coûts directs, la formation, l'intégration, les tenues vestimentaires, les visites médicales, les frais de comptabilité, les frais de rupture de contrat, etc. Et puis, vous avez des coûts indirects, comme la perte de fidélisation de vos clients, la perte de savoir-faire, etc. On pourrait faire une liste très très longue. Et ce qui est à la mode en ce moment, c'est également le recrutement par les réseaux sociaux. Alors, par pitié, messieurs les employeurs, arrêtez de dire je cherche un chef de cuisine. Bah, bien sûr, vous cherchez un chef de cuisine. Vous savez quoi? Vous êtes des milliers à chercher des chefs de cuisine. Mais c'est pas pour autant que ça va donner envie à un chef de cuisine de venir vous voir juste pour le fait que vous recrutez un chef de cuisine. Il faut leur donner envie de venir. Il faut les appâter, je veux dire, vendez-vous. Dites qui vous êtes. Qu'est-ce que vous proposez? Quels sont les avantages que vous leur proposez à vos chefs de cuisine? Mais c'est valable également pour tous les autres employés. Donc, c'est vrai que le recrutement par les réseaux sociaux est gratuit, mais je pense que qualitativement, ça a ses limites. Et puis, il y a d'autres solutions qui sont plus économiques, mais qui sont à plus long terme, à mon avis. Vous pouvez, par exemple, prendre des stagiaires d'un lycée hôtelier pour tester. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais le miracle existe. Vous pouvez peut-être trouver un talent caché. On ne sait pas. Il y a des talents cachés partout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chef cuisinier, c'est un élément clé de votre établissement. Donc, si la qualité de la nourriture n'est pas au rendez-vous, un client peut éventuellement se laisser tenter par une publicité. Il peut se laisser tenter par le décor de votre établissement. Il peut se laisser tenter par l'amabilité du personnel de service. Mais si ce qu'il a dans l'assiette ne correspond pas à ce qu'il attend, forcément, l'expérience sera de courte durée.
Donc, il faut absolument. Alors, il existe une autre solution, bien entendu, dont Christophe va nous parler, qui est de déléguer votre production à un organisme spécialisé, par exemple. Ça, je pense que Christophe, il va nous parler de ça avec bonheur. Oui, bah, effectivement, c'est une des solutions. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver un chef digne de ce nom, avec effectivement les prérequis dont on parlait tout à l'heure, parce que les prérequis sont vraiment importants. C'est vraiment, pour moi aujourd'hui, quand on recherche un chef, il ne faut pas se tromper. Et le chef, lorsqu'il vient de se présenter, il faut qu'il vienne avec des arguments et surtout une compétence, une réelle compétence, qu'on ne soit pas surpris. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne est honnête au moment du recrutement, dit voilà, moi je suis actuellement plutôt un second, j'aspire à devenir chef, et si vous me donnez l'opportunité de me former en interne et que vous me donniez les capacités pour pouvoir justement comprendre, eh ben je vais le devenir, et à partir de ce moment-là, je pense que je serai comblé, je serai un vrai chef. Faut pas oublier que la formation sert aussi à ça. Vous n'avez pas les compétences, ce n'est pas grave, on va vous former. Un formateur vient et on vient former à ce métier bien particulier qui est chef de cuisine, où effectivement on va mélanger énormément de choses, aussi bien j'allais dire, on rentre dans la comptabilité, on rentre dans la gestion, les feuilles de production, etc. Voilà, une fois qu'on a ça, on peut maintenant réellement se sentir chef. Et c'est pour ça que dans le recrutement, moi je fais juste une parenthèse dans le recrutement, ce que je reproche, c'est qu'on nous vend des CV, et là c'est du côté en fait des gens qui viennent suite à des annonces, ils nous vendent des CV qui sont des beaux CV, souvent un peu tronqués. Bon, ça sert à rien de tronquer son CV. Très vite, dans la cuisine, on va s'en apercevoir. Alors après, on dira que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à ceci, à cela, à nos équipes, etc. Non, il faut être honnête. Il faut dire, voilà, parler franchement. Ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. D'accord? C'est un peu comme certaines personnes qui recrutent que si vous avez le bac. C'est bien d'avoir le bac. Mais si vous ne l'avez pas, dites plutôt je ne l'ai pas. Par contre, voilà, je suis prêt à apprendre, voilà, j'ai une capacité à apprendre et puis à pouvoir devenir ce que vous souhaitez. Ceci étant, si vous ne trouvez pas, si vous n'avez pas les personnes, aujourd'hui, ce qui existe et ce que nous-mêmes nous mettons en œuvre, c'est la possibilité d'avoir, ben voilà, un restaurant et on n'a pas les compétences d'un grand chef. Alors, on va déléguer. On va avoir ce qu'on appelle un endroit de production centralisé et ce lieu de production va permettre en fait d'alimenter plusieurs restaurants, 3, 4, 5, 6 et plus, et d'alimenter le restaurant avec les goûts et puis l'identité du restaurant. Si c'est un restaurant, on va dire un peu Tex-Mex, un peu américain, etc., eh bien, effectivement, la production ira dans ce sens. L'avantage de ceci, c'est qu'on n'a plus besoin vraiment de gens, entre guillemets, avec des compétences. On a besoin de gens qui sont prêts à retrousser leurs manches et à travailler, prêts à faire un petit montage, comme tu le disais tout à l'heure, suivre effectivement une fiche de recette assez simple finalement, une remise en température, puisque tous les produits seront déjà cuits, d'accord, comme il le faut. D'ailleurs, ma petite rouelle que j'avais fait là récemment, là, je l'ai fait goûter à quelqu'un. Je vous assure que c'est à tomber par terre. 78 degrés, 12 heures de cuisson, fondant à souhait, avec une petite sauce. Et ben voilà, ça peut être des produits comme ça que nous avons. Nous les mettons ce qu'on appelle en régénération, c'est-à-dire on va remettre en température. Et il suffit ensuite de faire un petit dressage qui soit très joli et d'envoyer le produit. Donc ça, c'est des choses qui existent, messieurs les professionnels, messieurs les patrons. Si vous avez du mal à recruter et que vous en avez marre, ben, effectivement, vous pouvez faire appel à des entreprises qui vont produire donc toute cette production que vous avez besoin en amont. Voilà. On peut rentrer un petit peu plus dans le détail si tu veux, Didier. Ah oui, ben, je voudrais juste préciser que ce dont tu parles n'a rien à voir avec l'industrie agroalimentaire, parce que effectivement, Absolument. si voilà, si on peut
passer une commande chez Cisco, chez Pomona, chez Davigel, ils vont vendre des produits surgelés, enfin, ou en surgelé ou en sous-vide. Mais ça s'approche plus de la qualité de ce qu'on trouve dans les magasins, enfin, dans les rayons des grandes surfaces aux rayons frais. Ce dont tu parles n'a rien à voir avec ça. Il s'agit bien de production artisanale avec la recette de l'établissement. C'est-à-dire que la production s'adapte de façon précise à l'établissement avec ses propres recettes et au niveau qualitatif, ça n'a rien à voir avec ce dont je parlais tout à l'heure. Ça s'approche plus de ce que l'on trouve dans la restauration étoilée. Il ne faut pas oublier que les restaurants étoilés, pour la plupart, hein, c'est plus de 90%, hein, travaillent de cette façon-là depuis 1974, depuis que Georges Pralu a inventé le système pour les frères Trois Gros. Donc, on s'approche plus d'une cuisine de qualité, ce qui présente un autre avantage à notre époque. Je veux dire, on est quand même dans une époque d'inflation. C'est qu'à partir du moment où on monte en qualité, on peut se permettre d'augmenter légèrement les prix. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est augmenter les prix sans augmenter la qualité. Ça, c'est voué à l'échec à court ou moyen terme, on en est certain. Mais à partir du moment où on améliore la qualité, on peut également augmenter un petit peu les prix pour les clients qui l'accepteront bien volontiers. Voilà, je pense que j'ai été clair sur mon propos. Oui, alors après, c'est remettre un peu, je pense, le chef vraiment à sa place, la place qu'il doit normalement avoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, la restauration, enfin, depuis de longues années, malheureusement, la restauration a souffert d'un manque de compétences, il faut le reconnaître, et dès qu'il y a eu une crise, cette crise étant assez importante, on a eu le Covid, etc., effectivement, là, ça a cassé. C'est comme si on avait un bateau avec et que j'allais dire, toute la structure serait mal montée. Et bien effectivement, avec la pression, tout va voler, tout va se détruire, se désagréger. Et c'est ce qui s'est passé. Pour moi, je souhaite vraiment qu'il y ait un diplôme de chef. Qu'il y ait un diplôme de cuisinier, c'est une chose, mais un diplôme de chef, pour moi, je pense que la restauration, et pourtant, je pense que beaucoup de gens qui me connaissent savent que je suis pas monsieur diplôme. J'ai des diplômes parce qu'il fallait bien en avoir, mais je pense que c'est pas une nécessité. Par contre, il y a des capacités comme par exemple mon épouse qui était coiffeuse, elle ne pouvait pas prendre un salon de coiffure si elle n'avait pas cette capacité d'ouvrir un salon de coiffure. Donc elle pouvait avoir un CAP, un bac, mais il lui fallait cette capacité. Je pense qu'aujourd'hui, les chefs de cuisine et les patrons doivent être quand même, soit, bien sûr, il n'existe pas ce diplôme, mais en tous les cas, on doit être soit le chercher, le créer, soit il faut que le patron, en tous les cas, valide les acquis dans la totalité pour éviter les problèmes vis-à-vis d'un chef. Voilà. Ouais, tu soulèves là un vieux serpent de mer, Christophe. C'est Oui. le fait qu'on puisse accéder à ce métier-là, qu'on puisse demain ouvrir un restaurant, même si on a été horloger ou mécanicien la veille. Il y a le pour et il y a le contre. Il y a le pour et il y a le contre. Moi, j'ai l'exemple d'un chef étoilé dont je tairai le nom, qui était vendeur de matelas, qui aujourd'hui est chef étoilé 3 étoiles, Michelin. Parce qu'il a eu une passion, il s'est donné les moyens de sa passion et il allait au bout de sa passion. Donc, il y a le pour et il y a le contre, je veux dire. Quand on est passionné, qu'on veut se donner les moyens, ben, on peut le faire, quoi. Donc, il s'est formé. Ah oui, c'est une formation. Ouais. Donc, moi, je suis pas fermé à ça. Je dis quand il faut un diplôme, c'est parce que c'est pour quelqu'un qui ne sait pas quel va être, entre guillemets, le métier de chef, eh bien, il va rentrer dans un cursus, on va dire, universitaire. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, tout simplement, ils vont rentrer dans ce cursus universitaire, mais on va dire avec le chemin de la vie. C'est-à-dire que par la passion, eh bien, oui, ils vont apprendre les techniques, ils vont apprendre les termes, ils vont apprendre à manier un petit peu, par exemple, les viandes, les gibiers,
les carcasses, les choses comme ça. Et puis, petit à petit, cette compétence va devenir, si on veut, le diplôme de la vie, si on peut l'interpréter comme ça sera le diplôme de la vie. Cependant, il devra toujours être validé par le patron. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un organisme, et moi, qui fait partie d'ACF, je serais prêt à détenir cet organisme, avec d'autres, bien sûr, et de dire, voilà, le patron nous appelle, nous venons valider les compétences du chef. Donc, une fois que ces compétences seraient donc sûres et acquises, le patron pourrait sereinement se dire, ok, je peux employer ce chef, je peux lui donner une somme, d'accord, je peux lui donner 2400, 2500, 2600 euros parce qu'il les vaut, parce que, Ouais. et c'est ça qui est important. Alors que, et on l'a vu ensemble sur une affaire avec laquelle on avait travaillé pour un hôtel-restaurant. On devait recruter une directrice. La directrice était, tu m'arrêtes si je mens, mais je crois qu'elle était à 2700 euros mensuels, grosso modo. Et qu'est-ce qu'a fait le patron? Il nous a dit, stop, on arrête, on va prendre quelqu'un de beaucoup moins compétent à 1400 euros. Et ça sera très bien parce que ça va faire l'affaire. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On a bien vu que non, ça ne fait pas l'affaire. La personne n'a pas toutes les compétences requises. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'établissement est encore plus mal qu'il était au départ. Parce que, voilà, c'est normal. Oui, c'est normal, pas d'études, mais on va vers un prix. Et on pense que cette personne, en donnant 1400, 1500, 1600 euros, c'est bon, elle a cassé le prix, mais elle a des compétences. Il s'avère que c'est totalement faux. Et aujourd'hui, voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut un contrôle qui permette, alors que ça soit officiel, ça m'intéresse que peu, je m'en fiche. L'essentiel, c'est que le patron puisse se dire comment puis-je savoir que j'ai affaire, s'il n'est pas lui-même chef de cuisine, affaire à quelqu'un de compétent. Eh bien, il faudrait qu'il y ait quelque chose de bien défini. Et ça existe, puisque le rôle du chef est inscrit, il n'est pas caché. On le trouve, on va sur Internet, on le cherche, on va avoir tout le descriptif et les compétences requises, et avec en fait ces prérogatives qui vont faire qu'on va devenir un chef. Donc, mais il faudrait peut-être les mettre un petit peu plus en avant par les temps qui courent. Parce qu'aujourd'hui, je finirai avec ça, il ne faut pas simplement être un chef de cuisine, il faut être aussi quelqu'un qui fait des économies, quelqu'un qui prend le produit, le meilleur rapport qualité-prix. Il faut être aussi éco-responsable. Donc, il faut vraiment qu'il y ait, il faut avoir aussi une charte intérieure, je dirais, de justesse, de classe, enfin, j'allais dire de produits finis, nickel, vraiment qui sortent des assiettes magnifiques, aussi bien gustativement que visuellement, comme tu le disais tout à l'heure. Voilà. Et tout ça, eh bien, effectivement, il faut que ça soit contrôlé. Si c'est pas contrôlé, si c'est pas un peu plus régencé, effectivement, on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire un désastre. Il faut savoir quand même, parce que moi je suis à l'île de la Réunion, et ça c'est de sources sûres, 74% des restaurants de la Réunion sont en situation catastrophique. Voilà. Et parmi des amis à nous qui avaient un restaurant, viennent de fermer, depuis vendredi, viennent de fermer leur restaurant. Voilà. Donc, ça n'arrête pas. Et l'incompétence du chef en fait partie, à mon sens. Je dirais qu'à la décharge des employeurs, c'est difficile parce que aujourd'hui, tout cuisinier a envie de se nommer chef. Alors qu'il ne l'est pas. Je veux dire, on est rarement chef avant 27-28 ans. Il faut quand même avoir fait un certain cursus. Il faut avoir été, je veux dire, il faut être passé dans toutes les parties, être saucier, etc. Il y a quand même un cursus pour être un vrai chef. Mais aujourd'hui, il y a tellement de cuisiniers qui se prétendent chefs alors qu'ils sont simplement des cuisiniers éventuellement sachant travailler seuls, ce qui n'a rien à voir. Donc ce ne sont pas des chefs, parce qu'un chef c'est également un gestionnaire. Et pour le mot de la fin, je dirais que
euh, pour donner une image, dans notre métier, quand on demande comment un chef de cuisine fait pour se suicider, on dit il se jette dans le vide du haut de son ego. Eh bien, c'est ça, parce que chacun est tellement persuadé d'être meilleur que le voisin que pour les employeurs, c'est difficile de trouver le bon. Donc, moi, je suis pour, évidemment, je défends ma paroisse, mais je suis pour faire appel à un cabinet spécialisé pour le recrutement. À mon avis, l'employeur y gagne et du temps et à terme de l'argent. Oui. Et en même temps, nos chefs ne sont pas des pédagogues et pourtant ils devraient le devenir. Ils devraient devenir des pédagogues. Ils devraient créer pas que des ambiances dans l'assiette, ils devraient être capables de créer des ambiances dans leur restaurant, avec leurs équipes. Créer quelque chose qui soit une dynamique, une ambiance, quelque chose euh, qui va de toute façon faire que le client, comme le salarié, va avoir envie de venir dans cet endroit parce qu'il va venir s'y ressourcer. Et je pense que ça s'apprend. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas inné, ça s'apprend. Et si on veut gagner un jour de l'argent, je crois qu'il faut avant tout penser, et je pense que c'est vers ce que en tous les cas, nous tendons, c'est-à-dire avoir donc une entreprise, un lieu où il fait bon vivre, où les clients ont hâte d'aller manger, de revenir manger, et j'allais dire, la finalité de tout ça, bien évidemment, il y aura de l'argent, bien évidemment, il y a une récompense au bout. Mais ça doit passer par ça. Donc, un chef de cuisine, comme on l'a dit, ça a tous les prérogatives, ça a aussi de la pédagogie. Et même si j'entends des chefs de cuisine qui me disent, mais moi je suis pas psychologue, je suis pas pédagogue, je suis pas ça, eh bien il faudrait que tu le sois. Et il faudrait que ça soit inscrit dedans, sinon c'est grave. Voilà. Et sinon, bah, on s'en sortira pas. Et je sais qu'on s'en Il faudrait sortira. il faudrait se souvenir d'Escoffier. Tout le monde dans le métier connaît Escoffier, qui avait Mm. interdit que l'on parle plus haut que la normale dans ses cuisines. C'est-à-dire, il était interdit de crier dans ses cuisines. Mm. Escoffier reste Escoffier, ça reste quand même un exemple. Donc c'est pas parce Oui, qu'on crie qu'on est bon. tout à fait. Je dirais C'est même, vrai. je dirais Mm. même le contraire. Bon, mais merci, vous avez apporté pas mal de solutions. J'aimerais juste rappeler une chose, c'est que en fait, vous au quotidien, messieurs, vous accompagnez les restaurateurs. Vous ne l'avez pas évoqué, mais régulièrement, tous les restaurateurs qu'on a accompagnés, il y a toujours un suivi. Et vous faites officiellement, finalement, le rôle de chef exécutif externalisé, euh, j'allais dire aussi contrôle de gestion externalisé pour l'un et l'autre. Et ça, c'est aussi une solution dont on devrait parler parce que pour les entreprises qui se créent ou celles qui recherchent du personnel et qui n'en trouvent pas, eh bien, on peut venir sur une première année d'installation, venir apporter les compétences, former le personnel. Mais derrière, en fait, ils ne sont pas lâchés dans la nature. Et vous, messieurs, vous les accompagnez au quotidien. Toi, Christophe, je ne sais pas combien de personnes tu as par jour au téléphone pour faire des petits ajustements de recettes, des choses comme ça. Mais ouais, ça serait bien que vous en parliez peut-être 2-3 minutes quand même de cette partie-là qui me paraît, à mon sens, hyper importante. Oui, ou ça peut faire l'objet d'un podcast spécifique aussi. Bon, Oui, on peut en parler aussi, vite fait. Oui, Mais effectivement, le gros avantage qu'il y a, et c'est pas prêcher pour sa paroisse que de le dire, si le patron est honnête, il regarde les prix que nous indiquons. Il va se retrouver avec des gens, 3, 4, 5, 6 personnes ultra compétentes dans leur domaine spécifique. Par exemple, toi Didier, au niveau d'hygiène, etc., c'est vrai que tu as un puits de science, tu as un puits de connaissance. Moi-même, régulièrement, je viens te voir. Mais oui, mais moi j'ai appris l'hygiène au travers de tes conseils, de ce que tu m'as enseigné. Moi aujourd'hui, je le dispense à mon niveau, mais c'est vrai que dès que j'ai le moindre pépin, je fais appel à toi. Un patron qui d'un seul coup comprend son intérêt va se retrouver avec 6, 7, 8, 10 personnes comme ça, très compétentes, qui vont pouvoir solutionner et apporter vraiment des solutions à des problématiques bien données.
Et souvent, ça va de la plus petite à la plus importante, et on évite le drame. Et je trouve qu'aujourd'hui, vouloir qu'une personne ait tout, c'est complètement absurde, d'accord? Même un chef ne pourra pas avoir toutes les compétences. Et il est bien d'externaliser justement ça, ces connaissances-là, parce que c'est très simple. Moi, d'ailleurs, je dis un petit coucou à Nicolas Colas, que je peux citer, qui est à Dijon, qui, rien de plus que hier, m'appelle, enfin me laisse un petit message et me dit, voilà, qu'est-ce que tu ferais, toi, pour des souris d'agneau? Quelle température, à cœur, et combien de temps? Donc, je lui ai donné effectivement la température et le temps nécessaire. Aujourd'hui même, il m'a renvoyé un message en me disant, écoute, c'est super, les clients ont adoré, merci. Rien que ça permet de soulager un chef qui, ben, effectivement, là, c'était pas son domaine. Et voilà, ben, et ça, on peut le faire dans plein de domaines. Ça peut être juridique, ça peut être financier, ça peut être stratégique, etc. Et c'est pour ça que notre métier, il est passionnant. Et en plus, j'allais dire aussi bien Didier, Xav, moi et d'autres, on ne compte pas nos heures. Parce que si on commence à compter nos heures, on ne les compte pas. On est toujours présent. Je trouve que voilà, ça peut faire partie d'un podcast. Euh, voilà, ça peut faire partie d'un podcast. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Ben, je pense Ok. parce que moi, je vais avoir du mal à parler de l'accompagnement ou du pilotage à distance en 3 minutes, quoi. C'est Ah non. juste impossible. Pour résumer, je vais dire deux choses. L'une des choses qui est très importante, c'est quand vous montez dans votre voiture, devant votre volant, vous avez ce qui s'appelle un tableau de bord qui vous dit à quelle vitesse vous roulez, qui vous dit si l'huile est à la bonne température, si vous ne manquez pas d'eau, si vous ne manquez pas d'essence, etc. Eh bien, dans l'image, si vous voulez, nous, on arrive à faire la même chose dans une entreprise. C'est-à-dire que pour piloter votre entreprise, vous avez tous les jours devant vous un tableau de bord qui vous donne les indicateurs. Est-ce que mon coût matière est dans les clous? Est-ce que j'ai pas trop de frais de personnel? Est-ce que j'ai pas trop dépensé d'électricité, etc., etc. Et ce qui vous permet d'avoir une vision permanente et réelle de la rentabilité de votre établissement. Voilà, j'ai fait une synthèse. Hein. Parfait. Je vous remercie, messieurs. Merci à toi, Xav. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.